E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonsoir, merci à tous pour être ici cet après-midi. Le sujet de cette soirée n'est pas simple et concerne cette chose scandaleuse et mystérieuse qui est la présence de la douleur dans la vie de l'homme. Scandaleuse et mystérieuse parce que personne ne le choisit. On trouve ça dans sa vie, quelquefois soudainement, quelquefois d'une façon progressive, jour après jour. Et même contraignant
parce que cela met dos au mur. Légitimement, cela peut anéantir, peut faire renfermer sur soi-même, peut faire désespérer. Et certainement, au moins dans quelques moments, cela vaut pour tous. En particulier s'il s'agit d'une douleur qui concerne les plus petites, les innocents, les enfants. Mais il peut se produire qu'à partir de cette souffrance, la douleur même est une occasion non voulue et fait entendre encore plus fortement les questions plus vraies de l'homme. Le cri pour un pourquoi, à la recherche d'un sens de ce qui se passe, la recherche de l'essentiel qui se trouve partout dans le quotidien, mais qui doit être cherché et reconnu. Un chemin personnel peut commencer. Un passage du fait de ne pas accepter la dépendance au fait d'accepter et même offrir cette dépendance. Ce chemin personnel, fait comme individu, comme une famille, est impossible. Le clan doit être élargi. Le soin de la vie, le titre de cette rencontre, représente une synthèse anthropologique d'une façon de concevoir l'homme. Dans le soin, il y a deux sujets, ce qui prend en charge et ce qui est pris en charge. Pour un dynamisme humain de soins, très souvent mutuel, il est nécessaire une conception de l'homme comme relation. La rencontre de cet après-midi entend mettre en évidence des expériences de soins. Nous avons déjà vu l'expérience de hospice en Russie, qui est un exemple très beau. Des expériences de soins, c'est-à-dire de présence, de rapport, d'accompagnement, de chemin ensemble. Je sais qu'il y a des préoccupations légitimes dans la société civile, que la volonté des personnes malades par rapport au traitement proposé à ces personnes soit respectée. Et cela est complètement juste. Mais l'insistance sur l'autodétermination court le risque de laisser aux soignants et à tous les autres un goût amer, selon moi, de déresponsabilisation, de désintérêt, de prise de distance, d'inertie dans la recherche clinique et dans la recherche psychologique, d'un contentement trop facilement. Comme le chirurgien qui nous connaissons très bien, Enzo Piccinini, le disait, le soin est essentiel parce qu'un homme est quelqu'un quand il est quelqu'un pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons ici des amis avec nous. Ils vont nous aider pour comprendre ce parcours de connaissance du soin. Franca Benini est responsable du centre régional du Vénétie de thérapie de la douleur et des soins palliatifs pédiatriques à Padua. Davide De Santis a fait naître une association de bénévolat, l'association La Montgolfière, dont il est président. Cristiano Ferrario, oncologue, est un enseignant d'oncologie à l'Université de Montréal, McGill.
nous avons décidé de poser 2 questions pour rendre le moment un peu plus interactif. Les demandes sont les mêmes pour les intervenants. La première question est: quels sont les besoins que vous avez vus dans la réalité et qui ont eu un impact sur vous et qui vous ont mis en marche? Franca. Merci Marco, merci aux organisateurs et surtout merci à vous. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous apporter une aide dans la gestion pour comprendre ce qu'est l'essence du soin, mais j'essaierai de partager mes très nombreux doutes et mes questions sans réponse, et puis aussi quelques certitudes. Des questions qui demandent parfois des systèmes de fuite, parce que ça devient vraiment trop de trouver des questions et des réponses exhaustives ou rassurer des enfants ou des parents. Trouver des réponses qui puissent faire taire leurs doutes. Parce que avec le travail que je fais, on se trouve très souvent confronté à des histoires différentes où l'incurabilité, la douleur et la souffrance sont une part réelle de la vie, sans philosophie, sans sublimation rhétorique. Et il faut répondre de manière concrète à ce que l'enfant demande, à ce que la famille demande, à ce que les amis demandent, à ce que demandent ceux qui l'entourent. Vous l'avez compris, je m'occupe de soins palliatifs pour enfants. Je m'occupe d'enfants qui n'ont pas de possibilité de guérir de leur famille. C'est un travail étrange et un travail très beau pour moi, qui m'a permis de connaître de très nombreuses histoires, de très nombreux enfants qui se modulent selon l'âge, du fœtus jusqu'au jeune adulte, des maladies qui ont des jeunes qui ont des maladies oncologiques ou parfois des pathologies différentes, neurologiques ou d'autres types, des enfants qui vivent dans des contextes différents, qui vivent dans des cultures différentes, qui ont des credos différents. Mais si on va jusqu'au noyau, au cœur de la question, et on réfléchit à ce que l'histoire nous demande, les questions sont toujours les mêmes. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi une telle souffrance si injuste? Quel est le sens de tout ça? Et puis si on le renverse sur notre profession, on se demande, mais qu'est-ce que je peux vraiment faire pour eux? Est-ce que je leur vends de la fumée? Ou est-ce que je peux les aider en quelque chose? On se demande si on le fait pour soi-même ou bien si tu crois que ce que tu fais est vraiment l'essence que ce que tu considères être ta profession. Et tout ça, ça se déroule dans un monde où la douleur, l'incurabilité, la souffrance, la mort ne sont plus à la mode. Et où si on commence à demander pourquoi, on se retrouve souvent sans interlocuteur. Pour revenir un peu à la question de Marco, comment je suis partie, je peux vous donner une certitude. C'est arrivé de façon totalement naturelle. Pourquoi? Parce que c'est naturel de répondre aux besoins qu'on a face à soi. Des besoins qui, bien souvent, ne trouvent pas de réponse. Et cela a commencé avec une histoire, comme ça arrive bien souvent pour nous aussi, de 2 jumelles extrêmement prématurées qui sont nées. L'une est morte en salle de travail et l'autre a survécu. À l'époque, j'étais néonatologue. C'est un travail stimulant parce qu'on a l'impression de pouvoir changer l'avenir des personnes. On était au début des années 80. Donc une néonatologie complètement différente comme instrument et comme possibilité. Sarah, c'est le nom de la fillette qui a survécu. Elle a survécu malgré nous.
il y avait des situations où on a annoncé aux parents qu'elle allait mourir, et puis elle a survécu. Je me souviens encore quand Sarah est rentrée à la maison, et beaucoup d'années ont passé, et tout le monde était heureux. Les enfants les parents parce qu'ils construisaient leur famille, et nous parce qu'on avait réussi, parce qu'on se sentait réalisé d'un point de vue professionnel. On a suivi Sarah. On rencontrait ses parents une fois par mois. On essayait de comprendre quels étaient les besoins cliniques. Et on n'était pas capable d'écouter les vrais besoins. Et puis par hasard, j'ai rencontré, après près de 6 mois, le père dans l'escalier. Il avait dans ses bras un sac de papier, le dossier clinique et beaucoup d'ordonnances. Et j'ai demandé « Comment va Sarah ?» Et il a eu une réaction très étrange. Il a commencé à hurler dans l'escalier. Les gens s'arrêtaient et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous me demandez ? Vous le savez comment elle va, Sarah. Vous savez qu'elle va mal. Elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne communique pas, elle ne mange pas. J'organise sa nouvelle hospitalisation pour lui donner à manger. Et notre famille se détruit. Vous ne nous aviez rien dit, vous avez disparu. » Et je me souviens qu'il m'a dit « Ça ne suffit pas de les sortir. » C'est une manière de dire « J'ai réussi à sortir cet enfant. Il faut être là après, me disait-il. Il faut être là malgré tout. » Nous, on était là, mais on savait déjà que Sarah serait comme ça. Et on pensait qu'on ne pourrait rien faire pour aider Sarah et cette famille. Et donc à partir de là est venue l'idée d'essayer de faire quelque chose. Et petit à petit, des personnes et des idées se sont ajoutées et l'équipe des soins palliatifs pédiatriques s'est construite. Et l'objectif était de suivre avant, pendant et après la maladie, en se concentrant surtout sur les enfants qui n'entrent pas dans la médecine classique, qui n'entrent pas dans les paradigmes de l'enfant sain, qui grandit, avec qui on a le plaisir de partager toutes ses conquêtes. Quels instruments avons-nous mis en œuvre au début de façon très limitée? On a essayé surtout de jouer sur ces choses qui n'avaient pas l'air très médicales, parce que je me souviens qu'on me disait « Mais tu es un médecin étrange » parce qu'on a commencé à aller dans les maisons, à consacrer du temps, à créer des relations, à faire des choix, à prendre des décisions, des choix qui sont parfois douloureux, mais en les partageant avec les parents et quand c'était possible aussi avec les enfants et les jeunes, ces choix devenaient des choix de vie parce qu'ils nous permettaient de construire l'espérance dans la limite infranchissable de la maladie. Nous savons qu'il y a une maladie qui ne guérira pas, d'accord, mais là-dessus il faut travailler, sur ce que la maladie ne nous enlève pas, qui est la vie indépendante de tout. Et là-dessus, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons énormément travailler. Et de là est partie toute une longue expérience. Et je me souviens d'une réflexion dans notre réalité, dans nos hospices pédiatriques. On boit beaucoup de tisane, de café. Et face à un café, une mère, Paola, la mère d'Alessandro, m'a dit « Vous savez, docteur, il faut que je vous dise quelque chose. La vie commence quand la peur finit. Quand on n'a plus peur que notre enfant puisse s'ouvrir. Quand on n'a plus peur de ne plus nous en sortir. Quand on n'a plus peur de ce qui se passe dans l'avenir. Quand on n'a plus peur d'être seul. » Et moi, je partage l'hypothèse de Paola. À mon avis aussi, le soin, l'essentiel du soin, c'est de travailler pour enlever la peur. Et les instruments, ils sont là. Il faut les sortir du profond
de notre manière d'être des personnes, dans le respect des choses, dans le fait de ne pas déléguer ce que nous avons peur de faire, c'est-à-dire être dans les choix, être indépendamment de la difficulté d'être, parce que parfois c'est difficile et on a envie de fuir. Mais ça apporte aussi beaucoup d'opportunités pour l'enfant avant tout, mais aussi pour nous en tant que professionnels. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je lui ai demandé si ces choses si belles peuvent être, je peux dire qu'elles viennent d'une femme de bonne volonté qui a le désir de trouver une réponse qui n'est pas encore évidente ou reconnue. Davide, à toi. Vous m'entendez? Quelle était la question? Moi, c'est Davide De Santis. J'étudiais économie. Maintenant, je suis consulant. Parler de vie avec des personnes qui travaillent dans le domaine des soins, je ne me sens pas à ma place, mais j'espère de donner une contribution qui soit à l'auteur. Sinon, ça sera pour vous un moment de pause. Je fais partie d'une association de bénévolat, la Mongolfiera, qui suit des familles avec des enfants en situation de handicap. Donc, d'enfants qui vivent en situation de douleur qui n'a pas de fin. Ils ne trouvent pas une solution à leur situation de handicap. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ces familles ont en commun? Par exemple, il y a une famille qui a un enfant avec le syndrome d'Engelmann. J'ai rencontré cette famille dans une église et ils cherchaient une solution à ce syndrome. Je me rappelle leur visage triste, absorbé. Ils ne savaient pas quoi faire avec cet enfant. Une autre famille avait un enfant qui était né avec 300 grammes. Il l'avait connu. Il avait reçu des conseils par un médecin. Nous sommes entrés en contact avec eux et une forte amitié est née entre nous. Il y a encore une autre famille qui a un enfant avec un retard. Nous l'rencontrons et nous parlons des choix qu'ils doivent faire parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur enfant. Ou encore un homme avec une fille tétraplégique qui m'a dit la première fois que je l'ai rencontré, j'espère, le jour où il est né, j'espérais de l'apporter à son enterrement pour lui épargner une grande souffrance. Je ne sais pas pourquoi je suis encore ici. Toutes ces histoires, ils ont quelque chose en commun. Oui, les thérapies, mais qui sont différentes. Quand nous sommes face à ces familles, la première question qui se pose est une question de sens. Pourquoi à nous? Pourquoi nos enfants? Est-ce que le bonheur est possible pour nous? La question n'est jamais résolue. Cette question
me fait penser à ce qui est arrivé à ma famille. Moi, j'ai toujours été une personne assez simple et j'étais intéressée par peu de choses quand j'étais à l'université. Des choses inutiles à l'époque de l'université. À l'université, j'ai rencontré Enzo Piccinini qui suivait l'expérience de Communion et Libération pour les étudiants. Et Enzo m'a ouvert le monde. Tout d'abord, il avait cette caractéristique face aux choses que je pensais inutiles. Bon, pour lui, ces choses étaient importantes et il était capable d'en profiter encore plus que moi. Par exemple, le football. En outre, il était intéressé par tout. Il était intéressé par la politique, la culture. Et j'étais vraiment très frappée par ça. Parce que j'ai compris qu'il était possible d'être plus heureux de ce que je pensais et avec une intensité encore plus grande. Et après, j'ai rencontré d'autres amis qui m'auraient accompagnée de ce moment, à partir de ce moment-là. Je me rappelle très bien que pendant son dernier témoignage, il a raconté un dialogue qu'il avait eu avec Don Giussani. Don Giussani lui avait demandé qu'est-ce que cela signifie aimer ses enfants. Et il avait répondu, quand je rentre chez moi, je vais les voir. Moi aussi, je m'imaginais avec ma femme. Mais Giussani lui avait répondu, non, aimer tes enfants signifie aimer leur destin. Cela changeait tout, cela donnait du sens à cette intensité. C'est comme s'il la vivait avec une forme et avec un visage clair que je ne connaissais pas encore. J'ai connu des amis qui m'ont toujours poussé à chercher ce visage et à attendre cette intensité. Plus tard, j'ai reconnu ce visage dans la douleur. En 2006, nous avons gagné le mondial. Je me suis mariée et en 2008, nous avons reçu la nouvelle que Sarah, ma femme, était enceinte. Il s'agissait de 2 jumeaux. Je pensais à 2 garçons, donc j'étais prêt à faire une équipe de foot. Mais au contraire, c'était 2 jumelles. 2 filles très très belles. Nous allons faire la visite morphologique et le médecin, après un long silence, nous dit quelque chose. Et il se tourne vers nous et nous dit qu'il y a un problème. Il y a un change fœto-fœtal et donc une fille se nourrit plus que l'autre et donc voler du sang à l'autre. Donc Teresa risque de mourir. Vous pouvez aller à Madrid, à Paris ou à Londres pour un avortement sélectif. Peut-être quelqu'un d'entre vous a eu des moments de souffrance. Bien, à cette époque, nous avons eu vraiment un moment de souffrance très forte. C'est comme si nous étions passés d'une plage avec notre maillot de bain à une tempête sur l'Himalaya sans savoir où aller. Notre question était la même dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi nous? Pourquoi nos enfants? Où est le bonheur dans tout ça? Quand une personne a une question,
elle doit la crier à quelqu'un. Donc nous avons appelé Chiara, une grande amie à nous, pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que quand il y a un problème, il faut aller au fond de la question. Chiara était un médecin et donc nous avons approfondi la question avec elle. Nous avons donc décidé de changer de médecin, qui a décidé d'attendre jusqu'à 8e mois. Donc Sarah est entrée à l'hôpital et a accouché pendant le 8e mois. Mais il est important que ce cri doit être adressé à quelqu'un. Parce que si nous sommes tout seuls, cela nous écrase. Par contre, tous nos amis se sont mis à notre côté. Ils ont essayé de trouver une réponse. Et ils nous ont aidés comme s'il s'agissait d'une question qu'ils avaient. Sarah et Teresa ne sont pas seulement nos filles. C'est comme si nous étions retournés à la plage dont je vous parlais. Une de mes filles a eu une souffrance pendant l'accouchement et je me rappelle d'être en soins intensifs tout seul. Ma femme n'avait pas encore vu nos filles. Et notre fille n'avait pas été nourrie pendant 3 jours. Je voulais frapper l'infirmière parce qu'il y avait ma fille qui pleurait. Dans ce moment, c'est comme si j'avais fait un pas en arrière. Il y a une phrase de Mounier qui décrit très bien cette situation. C'est comme si j'avais trouvé le destin bon dont Giussani parlait. La seule solution, le seul sens était d'accepter le don que j'avais reçu. Et donc j'ai accueilli même la couveuse où ma fille se trouvait. Il ne peut pas être un hasard. Quelqu'un est arrivé. Mounier décrit sa fille qui était en situation de handicap. Quelqu'un est arrivé, était grand et n'est pas une disgrâce. Il fallait faire du silence. Je me suis approchée au lit. Je n'avais jamais entendu et compris l'esprit de prière comme dans ce moment. Un mystère qui ne peut être que de la bonté. Cela porte à 3 choses. Quand quelqu'un trouve quelque chose qui donne du sens à ce mystère, les conséquences sont différentes. Tout d'abord, on devient curieux sur tout, parce que tout ce qui arrive est un don. Et nous voulons voir le visage qui se cache derrière ce qui arrive, comme quelqu'un qui tombe amoureux. La deuxième conséquence est qu'on n'a plus peur. On peut faire face à tout. Troisième chose, la souffrance continue. La question que j'ai sur ma fille et sur tout ce qui est passé après sont encore présents. Ma fille a eu un handicap. La souffrance continue, mais la positivité
est aussi grande, qui a bouleversé la maladie de ma fille. C'est cela que nous voulons porter à toutes les familles que nous rencontrons. Pour l'instant, je m'arrête ici. Anch'io voglio Je veux vous remercier moi aussi d'être tous là à nous écouter et le meeting d'avoir pris le risque de me donner ce micro et remercier Marco pour sa question sur le commencement, parce que c'est vrai que le départ, c'est pas nous qui le faisons, on le reconnaît après, c'est toujours pacifiant d'y revenir. Si je dois être sincère, mon commencement, c'est quand j'avais 16-17 ans, bizarrement, lorsque une amie très chère de notre famille est tombée malade à l'improviste d'un cancer très agressif dont elle est morte 9 mois après, à 42 ans. Moi, j'étais un adolescent moyen, pas particulièrement brillant. Et cette situation de souffrance qui me dépassait de tous les côtés, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Et dans cette circonstance de souffrance ingérable, avec les ressources que j'avais à l'époque peut-être, et qui mettaient en crise même la foi que je pensais avoir, et les raisons de cette foi, il y a eu l'intuition de deux choses qui étaient évidentes même dans tout ce bazar. La première, c'est qu'il y avait de toute façon un intérêt à rester face à ces questions qui émergeaient, qu'il valait mieux une vie avec ces questions difficiles qu'une vie qui ne se posait pas de questions. Ça, c'était intéressant pour moi. Donc même dans ma confusion d'adolescence, c'était quelque chose de très clair. Et la deuxième chose, c'est que quand il me venait de céder au nihilisme ou au pessimisme ou au manque de sens, c'était vraiment le témoignage de cette personne, la manière dont elle a vécu cette maladie comme une vocation, on pourrait le dire en termes techniques. C'était une telle provocation que je ne savais pas me l'expliquer, mais ça provoquait une grande envie de ma part, un désir de comprendre les raisons de cette certitude. Elle disait même qu'elle se sentait préférée par le mystère. Et c'est une phrase qu'on peut parfois entendre dans le mouvement de communale libération, mais quand on l'entend dans la bouche d'une personne malade, ça a une épaisseur totalement différente. Donc bizarrement, l'idée même d'être médecin et ensuite de devenir oncologue et de m'intéresser aux soins palliatifs, c'était déjà contenu en quelque sorte dans ce début. Et c'était peut-être quelque chose d'un peu égoïste en quelque sorte. C'était évident que c'était intéressant pour moi de continuer à rester face à des personnes comme ça, que j'avais le désir de continuer à voir des personnes comme ça dans ma vie. Et ça fait un peu sourire. Et ça, je le dis aussi en faveur des jeunes de 16 ans, parce que parfois le Seigneur met dans le cœur de quelqu'un qui est comme ça au tout début, quelque chose qui peut fleurir dans le temps. parte dell'oceano, in questo posto strano, lavoro in un ospedale ebreo, in una provincia francofona, ma in un ospedale anglofono, un quartiere di immigrati che vengono accolti da questa società canadese. Abito a Montreal, in Canada, dove abbiamo una società molto multiculturale e dove quindi tutti questi pazienti che vengono a trovarmi per una diagnosi oncologica vengono da viennent de parcours totalement différents. Et c'est une richesse continue pour moi de rencontrer cette richesse humaine. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, dans tous les sens du terme. Et c'est un travail qui est pour moi vraiment passionnant. Je m'occupe de patients qui ont souvent des cancers incurables. Donc on essaye de les faire vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. Mais on a aussi un bon nombre de personnes qui peuvent guérir de leur cancer et viennent de me voir pour avoir des thérapies qui peuvent augmenter leur probabilité de guérison. Et la première chose qui frappe, c'est qu'on parlait de besoin, et le besoin de sens, qui est peut-être la question comment vivre avec un tel diagnostic, c'est vraiment le même, indépendamment de la gravité de l'état de la maladie, et peut-être même indépendamment du fait d'être malade, parce que c'est des questions que j'ai moi aussi quand je rentre
le soir à la maison après avoir passé la journée avec ces personnes? La prima cosa che fa il tumore La première chose que fait le cancer, le diagnostic de cancer, c'est d'enlever le faux sens de contrôle. Normalement, nos vies se poursuivent en pensant qu'on a tout sous le contrôle. Et parfois, c'est comme si ça nous est arraché par un tel diagnostic, presque indépendamment de la curabilité de la situation. Et le patient est appelé à prendre en compte cette perte de contrôle, à métaboliser ça d'une manière qui n'est en quelque sorte pas une décision. Il ne décide pas si ce manque de contrôle est positif ou négatif. Et il y a des patients qui font parfois des crises profondes une fois qu'ils ont fini tout le traitement, qu'ils ont terminé leur chimio, que les cheveux repoussent, ils reprennent leur vie normale. Mais si ce passage de l'acceptation, du manque de contrôle n'a pas été fait, alors parfois c'est très difficile. Alors que parfois d'autres patients arrivent à faire un parcours d'acceptation, qu'ils se remettent à autre chose qu'eux. Et parfois des malades dans des situations incurables qui, pour des raisons diverses, arrivent ou n'arrivent pas à faire ce passage. Et moi, je trouve que le recours le plus fréquent à l'euthanasie, qui existe chez nous depuis plusieurs années, est en train de devenir une procédure presque normale, presque banale. Et donc, c'est la raison la plus fréquente pour laquelle les patients demandent l'euthanasie, c'est pas tellement une souffrance ingérable, mais cette tentative extrême de trouver une sorte de réconfort en contrôlant ce qu'on peut encore contrôler. Donc bizarrement, contrôler, décider soi-même le jour et l'heure de ce passage. Ce qui me frappe toujours, c'est que le besoin des personnes que je rencontre, c'est pas toujours la réponse que je donne, mais le besoin que je trouve en moi. Par exemple, ce besoin d'accepter la perte de contrôle correspond en moi au besoin d'apprendre que les thérapies que j'offre soient des tentatives de prière en quelque sorte, plus qu'une réponse exhaustive ou une prétention sur la réalité ou sur la personne. Ou bien de manière plus simple, le besoin, si vous voulez, de me libérer moi de mon besoin de contrôle, de ma soif de prestation, d'être à la hauteur. J'ai eu il y a quelques années une femme très belle, une artiste très belle à l'intérieur et à l'extérieur, qui, face à cette maladie aussi grave, avait une anxiété très importante. Et moi, je suis tombée dans une dynamique où j'étais en quelque sorte contrôlée par son anxiété. J'essayais d'ajuster les choses, de faire en sorte qu'elle soit le moins blessée possible. Et puis il y a une fois où elle a eu un test dont elle attendait les résultats avec beaucoup d'angoisse. Et moi, j'avais promis que je l'appellerais tout de suite pour en discuter. Et puis la réalité a fait en sorte qu'il y a eu des journées où je n'ai absolument pas pu l'appeler. Et au rendez-vous suivant, je suis rentrée et j'ai vu qu'elle était très déçue, qu'elle était amère à mon égard. Et elle m'a dit, je ne sais pas si je pourrais encore te faire confiance. Et moi, j'étais un peu blessée et je lui ai dit que bien sûr, ça me déplaisait et que la promesse que je pouvais lui faire, c'était que j'allais essayer de l'aider comme je pouvais, mais je ne pouvais pas être parfait et cohérent toujours. Et je lui ai même dit, si tu as besoin d'autre chose, on peut chercher un de mes collègues si tu veux, mais fais attention, parce qu'il y a un nouveau, aux besoins que tu as, il y a que Dieu qui peut répondre. Et c'est pas l'efficacité de l'équipe que tu choisiras qui pourra répondre. Et là, ça m'a frappée parce que si vous voulez, à partir de cette admission de ma part, en quelque sorte, là, j'ai vraiment conquis la confiance de cette personne. Et de là est né un rapport beaucoup plus sincère. Et peu de temps après, sa situation s'est aggravée. On a dû prendre des décisions très difficiles et on n'aurait sans doute pas pu le faire avec la même légèreté avant. Dernière chose,
par rapport aux besoins qui est évident de nos malades, de ces personnes, d'être vues, d'être regardées. Et il y a une exposition actuellement au meeting sur la Russie qui est très importante par rapport à ça. Ce besoin que j'ai de voir, de m'émerveiller tous les jours, quelque chose que je ne sais pas encore. Là où on inverse un peu les rôles. J'ai eu une patiente que j'aimais beaucoup et à un moment donné, sa maladie s'est aggravée à l'improviste et elle m'avait préparé un carnet avec toutes les questions qu'elle devait me poser. Elle était très organisée. À un moment donné, elle m'a dit « Il y a quelque chose que j'aimerais discuter. Je voudrais mieux comprendre cette histoire, cette option de l'euthanasie, mais pour la manière dont je t'ai connue et où j'ai travaillé avec toi ces années, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose avec toi je pourrais discuter. Donc s'il y a quelque chose qui te dérange et tu ne veux pas en parler, parlerai avec mon médecin traitant. Et ça, cette attention, ça m'a beaucoup touchée, cette attention qu'elle avait à mon égard. Et je me suis sentie, moi, découvert, regardée comme personne. Et pas comme celui qui procure comme un automate, un service, comme un distributeur automatique. Et alors, pour conclure, le titre, c'est sur le soin. En anglais, on utilise ce terme de care, qui est très beau parce que ça associe le fait qu'on prend soin de quelqu'un parce qu'on s'occupe de lui, parce que cette personne nous intéresse. Pour que l'autre nous intéresse, ça veut dire qu'il a quelque chose à nous dire, que nous, on est dans la position de besoin, d'être surpris tous les jours, d'être tiré tous les jours de notre bulle et de ce qu'on sait déjà. Merci. Je pense que nous passerons des heures à vous écouter. La deuxième question vous demande une attention à respecter le temps. Vous avez déjà commencé à dire comment face à ces besoins que vous avez choisis, saisis dans la réalité et qui sont ouverts. La tentative de réponse, de responsabilité face à cette réalité. Comment est-ce que vous avez vécu cette responsabilité? Come forti. Personnellement, je le sens comme quelque chose de très fort, la responsabilité. La responsabilité de bien faire ce travail, de ne pas vendre de la fumée. Parce que face à des personnes qui ont des besoins, c'est ma mission professionnelle de leur répondre de manière adaptée. C'est une réponse qu'il faut porter chacun. Chacun peut faire tout seul ce qu'il peut, mais il faut la poser dans un travail d'équipe, dans un travail constant de confirmation et de reconfirmation avec la famille, avec le malade, avec l'enfant. On ne donne jamais assez de valeur à l'enfant. On parle souvent des parents, mais il faut se rappeler que dans des temps et un âge que nous n'imaginons même pas, vers 1 ou 2 ans, les enfants te font déjà comprendre ce qu'ils veulent, comment ils veulent que tu t'occupes d'eux, quels sont leurs désirs. Et donc, c'est un renvoi constant. C'est comme si on jouait au ping-pong entre ce qu'on propose, ce qu'il te repropose et la recherche constante d'une déresponsabilisation face à son erreur possible, qui ne peut être que la nôtre. Et donc, ça devient une responsabilité de proposition et d'accompagnement absolu dans les choix. C'est un travail difficile, oui. Oui, un travail difficile, parce qu'on se trouve parfois amené à répondre à des besoins
qui associe nos compétences professionnelles, mais aussi avec cette partie de nous qui est bien plus difficile à gérer, la déontologie, l'éthique, mais surtout notre émotivité de personne. Le fait qu'on s'attache à ces personnes, à ces enfants, à ses peurs, à tes propres peurs, à ta propre histoire personnelle. Et ça devient des filtres de ta manière de soigner. Et parfois, ça peut éloigner, ça peut nous faire peur. Et alors, quelquefois, il faut s'accepter aussi tel qu'on est. Parfois, on répond de façon brutale, on fuit, ou bien on répond de manière impersonnelle, en croyant dans des traitements miraculeux dont on sait bien qu'on ne les aura pas. Donc c'est un travail difficile où la difficulté est certainement adoucie si on travaille en équipe et si on joue au ping-pong avec la famille, mais surtout avec l'enfant. C'est un travail difficile parce que ce sont des maladies qui sont en développement constant. Autrefois, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, tu sais, parfois, je manque de souffle parce que on arrive au sommet et puis on débaroule en bas. Et alors on recommence, on se rebelle face à de nouvelles situations. Et donc c'est très important de comprendre et de se mettre déjà dans la poche cette possibilité et le partager avec les parents et leur dire voilà ce qui va arriver, mais nous on sera là. C'est un travail difficile parce que parfois c'est difficile de se faire comprendre au niveau social, mais pas seulement, aussi au niveau médical. On utilise parfois un lexique difficile, des termes qui sont interprétés de manière anormale. Et donc parfois c'est encore plus difficile. Mais c'est un travail, comme je vous l'ai dit, qui rend amoureux et qui change la vie des gens. Et qui change surtout ta propre vie. En tout cas, ça a changé la mienne. Ça m'a fait revenir les pieds sur terre. Et moi, je ne renie pas la médecine, la technologie. Je ne renie pas la science. J'y crois formellement. J'y crois fermement. Ça a créé un monde différent, un monde plus juste. Mais sans l'autre jambe qui est celle de la relation, la capacité à accueillir, la capacité à communiquer, honnêtement, dire la vérité, la médecine ne suffit pas. Ça devient une mise à disposition d'instruments, mais où chacun d'entre nous se trouve seul pour les utiliser. Ça a certainement changé ma conception du temps. Le temps est précieux. Et dans notre société, il est ballotté de manière dramatique. Et ça, je l'ai appris aussi à travers les histoires. Dans un entretien, quand un enfant meurt, ceux qui ont suivi ont besoin non pas de fermer le cas, mais de revoir comment les choses se sont passées. Et je me souviens qu'à un moment donné, un couple s'est assis dans mon bureau et la mère a dit « Nous, on a vraiment eu de la chance ». C'est bizarre qu'un couple dise ça quand on parle d'une expérience qui est certainement destructrice comme la mort d'un enfant. Alors je lui ai demandé « Expliquez-moi pourquoi ». Et elle m'a dit « Parce que nous, on a eu du temps. Vous m'avez préparé. Vous m'avez dit que pour mon enfant, il fallait se préparer, qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Et donc nous, on a profité de ce temps. Et ce qui reste, c'est le souvenir le plus beau. Et il y a des familles qui perdent un enfant en 1 seconde dans un accident et ils n'ont pas le temps. Et donc ce message que vous nous avez donné sur le temps, à nous tous, comme personnes, comme professionnels, je pense que c'est un message central qu'il faut nous approprier. Ça m'a enseigné certainement la grandeur des enfants, parce qu'ils sont extraordinaires. On leur donne un soutien
Et eux, ils changent notre vie. Ils nous prennent par la main. Il faut dire que le désespoir est contagieux. Quand quelqu'un est désespéré, la famille est désespérée, tout le monde est désespéré. Surtout si ce désespoir n'a pas de sens. Si ce désespoir nous coupe le souffle. Et alors la plupart du temps, je vous assure que ce n'est pas l'âge, la compétence qui change les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de ces enfants, dans leur manière d'affronter la maladie. J'ai changé mes points de repère, ce qui est essentiel pour moi, les choses, les personnes, les relations. Et on ne peut pas nier que ces enfants m'ont appris à mieux vivre. Il y a beaucoup d'histoires très différentes. Chacune, à sa manière, est importante. Chacune, à sa manière, est unique. Mais il y a certaines histoires qui nous restent plus à l'esprit. Je vous en raconte une, par exemple, l'histoire de Davide. Davide est un enfant de 6 ans, un peu en avance, parce qu'à 6 ans, il lisait déjà, il écrivait, et il meurt d'une tumeur cérébrale, une tumeur au cerveau. Et quand on fait un tel diagnostic, on sait déjà l'évolution. C'était un enfant qui était considéré comme sérieux, comme grave. À partir du diagnostic, il n'a jamais été hospitalisé. Un enfant qui vivait toujours avec un carnet où il écrivait tout, il dessinait énormément. Et ces enfants qu'on considère parfois un peu trop adultes, mais au moment le plus important, ils savent donner leur meilleur en tant qu'enfant. David est mort d'une belle mort, comme ses parents l'ont défini. Il est mort chez lui, dans son lit, avec son frère, sans douleur. Les parents ont dit il s'est endormi. Et la mère m'a dit ça a été une expérience positive, une expérience très belle. Et c'est un événement qui certainement crée un monde de désespoir normalement. Mais quelques jours après, les parents sont venus nous voir et ils m'ont apporté une feuille du cahier de Davide dans une enveloppe. Et il y avait écrit « Franca, je t'offre mes jeux ». Point d'exclamation énorme. J'ai regardé la mère et je lui ai dit ça c'est tout lui. Elle m'a dit tout ça, c'est tout lui. Et je lui ai demandé pourquoi tu offres au docteur tes jeux. Parce qu'elle voit beaucoup d'enfants et donc elle peut peut-être essayer de jouer avec eux de temps en temps. Parce que parfois on jouait avec les petits cubes que je perdais toujours. Et puis il a dit peut-être que ça lui fera aussi du bien de jouer un peu. Alors quand je suis en crise, ça ne m'arrive pas tout souvent, je me demande pourquoi ne pas continuer à jouer. C'est un message dramatique. Pour moi, c'est le soin que les patients prennent de nous. Des patients comme Davide, mais il y en a beaucoup. C'est la stimulation pour continuer, la stimulation pour poursuivre dans une profession qui, à mon avis, ne peut pas être autrement que comme ça. Je vais parler pendant une demi-heure. Je rigole. Je suis un peu préoccupée pour le temps que j'ai. D'une reconnaissance naît une gratuité. Et donc, une association appelée la Montgolfiera est née. Il ne s'agit pas d'une question d'une personne seule, parce qu'à partir d'une seule personne, une aventure pour beaucoup de monde est commencée. Et cette aventure est devenue pour le monde entier. Tu es né parce que j'ai
inscrit ma fille à une école et elle avait besoin d'une éducatrice spécialisée, mais cette école sous contrat n'avait pas les fonds suffisants pour cette éducatrice spécialisée. Je voulais l'inscrire dans cette école parce que j'étais sûre qu'il y avait dans cette école des personnes qui l'aimaient et qui mettaient au centre les enfants qui l'accueillaient. Et ma fille s'y était posée au centre, pouvait faire tout. Le même se passait avec ces thérapies. La principale de l'école me dit que le coût est trop élevé pour l'école. Donc, ma famille aurait dû verser plus de 7 000 €, outre que les frais de scolarité. J'ai appelé mon avocat, mais mon avocat était dans le conseil d'administration de l'école. Donc, je me suis allée et j'ai parlé avec ma femme. Je lui ai dit, voyons si nous pouvons trouver une solution. Nous avons parlé avec les enfants, les amis, et il y a eu tout un parcours de responsabilité face à notre fille. Nous avons demandé et un peuple entier a été à notre côté. Donc je suis retournée à parler avec la principale. J'étais très fière de moi. Et je lui ai dit, je fais un Excel, nous avons obtenu tout l'argent dont nous avons besoin. Donc nous allons inscrire notre fille à cette école. Mais je lui ai posé aussi une question. Comment est-ce que les autres familles font face à ce problème? Et la principale nous dit, les autres familles quittent cette école et vont dans une autre école. Parce que les frais concernent aussi la psychothérapie et d'autres traitements. Donc, beaucoup de familles doivent renoncer à un certain type d'éducation pour leurs enfants. Normalement, je cherche à oublier les problèmes s'ils sont trop lourds. Donc, je vais chercher à oublier ce problème qui ne me concernait pas directement. Mais si la réalité t'appelle, tu dois y faire face. Donc, j'ai parlé avec mes amis et je lui ai dit, nous devons aider ces familles. Un ami à moi, avec qui je partage beaucoup de choses, m'a dit, nous devons faire une association pour donner des fonds à ces familles. Je lui avais dit ça et cet ami m'avait dit, mais il y a déjà beaucoup d'associations de bénévolat pour les familles avec des enfants en cas d'handicap. Donc nous avons eu une longue discussion. Mais finalement, nous avons trouvé les raisons pour ouvrir une association. Cette association existe pour trouver des fonds pour ces familles. Nous faisons beaucoup de rencontres pour recueillir des fonds, pour faire cette récolte de fonds, afin que ces familles puissent avoir l'argent pour les thérapies dont ils ont besoin. Aujourd'hui, nous sommes en Émilie-Romagne et en Lombardie et nous recueillons des milliers d'euros chaque année. La chose la plus belle que nous faisons est
Par exemple, la première famille que nous avons rencontrée nous a dit après une heure de dialogue, face à la question « Comment ça va ?», cette famille nous a dit « David, merci pour l'argent parce que nous en avons besoin, mais demain, je ne sais pas comment me peser face à ma fille. » Donc, dans tous les dialogues, la question sur le sens de la vie émergeait. Cette question risque d'écraser si cette question n'est pas partagée avec les amis, avec un peuple. Donc, nous avons décidé que chaque famille est accompagnée par un bénévole. Je reprends les familles dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez de la famille avec une fille tétraplégique? Avec cette famille, une longue amitié est née et nous faisons des barbecues très souvent. Nous avons de longues discussions et à la fin, je demande qu'est-ce que tu donnerais pour voir le sourire dans le visage de ta fille. Et il répond toujours rien et une longue commotion commence entre nous. Et cela donne du sens à tout. Un autre enfant, Davide, dans un texte à l'école, écrit que la personne qu'il estime de plus est l'enseignant de religion, parce qu'il parle de Christ au présent. Au-delà des aspects éducatifs, cet enfant qui avait un retard nous a vraiment apporté quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'on pensait, à nous et à sa famille. Et c'est ça que je veux faire. Je conclus avec 3 citations. La première, c'est qu'on veut soutenir cette demande de sens. Je suis trop long, n'est-ce pas? Allez, je vais finir. Il y a la figure d'Hermann le Boiteux, un saint allemand. Il y a un passage de Giussani qui est très beau parce qu'il dit il venait d'une famille noble allemande, il avait de gros problèmes physiques et donc sa famille tout de suite, au lieu de le jeter dans le fleuve, le confie à un monastère bénédictin. Et Giussani dit ce monastère, ce peuple, avait clair à l'esprit la destinée bonne de cet enfant et donc il en prend soin avec 2 caractéristiques, patience et ténacité. Ils l'accueillent, ils le font grandir et cette personne écrit le Salve Regina, une prière que beaucoup d'entre nous connaissent, avec une conscience là encore plus grande que moi sûrement, un peuple qui embrasse ce qu'il a devant lui, tout ce qu'il y a, qui embrasse le sens. Et pour finir, je vous lis une phrase de Enzo. Je vous invite tous à voir l'exposition d'ailleurs. À 19h30, il y a une rencontre avec des amis très chers, donc j'en profite d'en faire la publicité. Il parle de Enzo. Dans un livre sur Enzo Piccinini qui vient de sortir en italien, ce médecin Enzo, il y a un chapitre très beau qui s'intitule « Il les envoya annoncer le royaume des cieux ».
Ça définit le changement de ta vie. Le changement a ce but. Si tu annonces le royaume des cieux et que tu délivres des enfers, dire à tous qu'il y a une raison pour vivre, pour travailler, pour regarder l'avenir, qu'il y a une raison pour laquelle une mère est mère et un père est père. Il lui a envoyé annoncer cette positivité partout dans le monde. Si ma vie accepte toujours plus d'avoir comme seul but de le témoigner, de crier à tous la positivité de la vie, ça, c'est guérir ce qui est malade. Voilà, le soin qu'on conçoit dans notre association, c'est cette phrase de Enzo. Merci. Alors, je voudrais vous raconter une histoire particulière. C'est pas celle d'un patient moyen, quelque chose de très canadien, mais notre réalité est un peu particulière. C'est l'histoire d'une fille, une jeune fille qui arrive, elle n'a pas encore 30 ans au moment où je la rencontre, mais elle a déjà derrière elle une souffrance énorme, une vie compliquée qui l'a rendue très seule. Elle a un point de vue sur le monde très particulier et elle m'explique, quand on se raconte, quand on parle, c'est que sa grande souffrance vit d'une dysphorie, quelque chose que je ne sais absolument rien, une dysphorie de genre, et c'est un monde dont je ne connais rien. Alors elle m'explique que ça lui rend impossible d'accepter son apparence. Donc elle trouve que sa vie n'a pas de sens, et ça déjà à moins de 30 ans. Au point qu'elle avait déjà fait des demandes d'euthanasie à cause de cette dysphorie de genre. Et sa demande avait été refusée parce que la loi le permettait, cette option, uniquement pour des malades physiques et incurables. Donc très déçue du fait qu'elle ne remplissait pas les critères pour accéder à l'euthanasie, et quand on lui diagnostique un cancer en phase initiale, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. Un cancer totalement guérissable, et c'est l'expérience paradoxale de se trouver face à une personne qui ne désire pas être guérie, au point qu'en comprenant la loi, notre première rencontre se conclut avec elle qui prévoit d'attendre que ce cancer devienne incurable pour pouvoir demander l'euthanasie. Donc un bouleversement complet de toutes mes catégories, de toutes les catégories d'un oncologue, avec lequel un oncologue voudrait régler cette situation. Et donc je me souviens qu'après le premier entretien, j'ai été complètement impréparée et submergée par la souffrance de cette personne, par ce qu'elle me racontait. Pendant plus d'une heure, elle m'a parlé de cette souffrance sans même qu'on puisse parler de son cancer. Pendant qu'elle me racontait tous ces aspects d'elle, ce que j'avais dans mon cœur, la question que je me posais, c'était: est-ce que cette personne qui est tellement bloquée, qui a une telle souffrance, est-ce qu'elle peut encore avoir un espace de liberté? Et cette question devenait une prière. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois dans cette personne? Et cette question m'est restée encore après, parce que même si ce premier entretien s'est conclu de manière un peu paradoxale, j'ai essayé de proposer une manière simple de soigner ce cancer, et ça semblait la réponse à une question que personne ne se posait, et donc elle a été liquidée en deux secondes. Mais elle m'a dit: ça m'a fait du bien de parler avec toi, et donc si tu veux, on peut se revoir pour voir comment évolue la maladie. Donc c'était une sorte de suivi très différent des suivis habituels. Donc on parlait très peu de son cancer et beaucoup de sa souffrance, de son point de vue, de pourquoi elle cherchait la mort avec tant d'insistance, presque de façon obsessionnelle. Avec une logique qui était la sienne et qui semblait presque cohérente. Et dans ces entretiens, parfois on se disputait, parfois ça se passait bien, parfois on se heurtait, parfois elle pleurait, elle voulait me frapper. Et moi, bien sûr, j'avais aussi la question de savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait l'intéresser ou lui redonner une sorte d'intérêt pour la vie, parce que j'étais prêt à suivre ça si ça émergeait. Et puis,
une histoire arrive à un moment donné. À un moment donné, elle avait fait une demande de chirurgie esthétique du visage pour que son visage puisse être plus similaire à ce qu'elle pensait. Eh bien, comme moi, j'y comprenais rien, je lui demande comment ça se passait. Et donc, j'entre en contact avec le chirurgien qui lui offre généreusement, de son point de vue, cette opération qu'elle voulait. Et donc, elle, totalement surprise du fait que quelqu'un s'implique avec elle, pas seulement pour lui dire « ma pauvre », mais aussi sur les aspects pratiques de ce qui était une sorte de désir de sa part. Dans ce contexte, elle s'ouvre en quelque sorte au désir d'essayer de soigner aussi sa maladie, même si on ne comprenait pas s'il en était encore temps. Et de ce point de vue, la chirurgie esthétique aussi, un problème qui se pose, c'est qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin d'elle pendant quelques jours après l'opération. Et de fait, elle n'avait personne dans la ville qui soit disponible pour l'accompagner. Alors j'ai eu cette idée un peu folle de lui faire rencontrer une amie infirmière à Montréal qui s'appelle Christina. Et entre elles deux, tout de suite est née une sympathie immédiate. Et ça, c'était déjà miraculeux, qui prend ensuite un tournant tout à fait particulier, parce que Christina avait un rapport encore plus libre avec elle que moi. Et donc, je vois un spectacle sous mes yeux de façon totalement imprévue, où autour de cette personne se crée une compagnie tout à fait absolument plus adaptée que mes suivis en tant que médecin. Et donc, Christina l'invite chez elle, elle connaît les autres personnes avec qui Christina habite, et elles essayent de comprendre ce qui l'intéresse, ce qu'elle aime. Donc on fait des soirées de chant avec elle, puis on découvre qu'elle aime le poker. Donc à ce moment-là, tout le groupe de personnes se met à apprendre le poker. Un soir, on l'accompagne à la maison après une soirée de poker et elle me dit « Toi, t'es quand même un médecin bizarre parce que il n'y a pas beaucoup de docteurs qui puissent offrir à des patients l'expérience d'avoir une famille. Et toi, c'est ce que tu es en train de m'offrir. » Dans ce contexte, pendant que Christina et ses amis développent une amitié surprenante avec cette patiente, moi j'avais toujours le rôle le plus antipathique du médecin de dire « mais est-ce que tu veux faire une chimio ou pas ?» Et on avait toujours l'impression d'être dans une négociation. À un moment donné, arrive une situation où on décide une hospitalisation pour faire quelque chose de très compliqué, dont je ne vais pas vous raconter les détails. Donc pour moi, il y avait beaucoup de travail derrière cette hospitalisation. Je vais l'inscrire à l'hospitalisation et elle me regarde avec cet air un peu, je dirais, gâté. Et elle me dit « Je ne sais pas si je veux faire cette chimio demain. » Et moi, j'ai dit « Ah !» Alors, j'avale mon instinct pour la tuer, mais j'arrive pas trop à cacher ma déception. Elle voit très bien que je suis énervée et je lui dis « Écoute, dorme, on se voit demain, bonne nuit. » Je m'en vais en colère. Le temps de descendre en ascenseur, tout à coup, j'ai cette pensée très claire, mais au fond, c'est ça que j'aime de cette personne. Cette irréductibilité complète. Je peux avoir le plan le plus magnifique pour elle, qu'elle guérisse, qu'elle recommence à vivre, qu'elle soit heureuse. Mais je ne peux pas réduire cette personne à mon plus beau projet sur elle. Et donc, elle a un peu raison de se rebeller si elle sent ça de ma part. Ça, c'était une très belle leçon pour moi. Dernière chose que je vous raconte, c'est les 10 derniers jours de vie, 3 ans après le diagnostic initial. Entre-temps, à travers ces soirées de poker, elle avait développé des amitiés avec 7 ou 8 personnes d'entre nous, de la communauté de Montréal. Elle est hospitalisée parce qu'elle ne peut plus rester à la maison. Et dans cette hospitalisation, une personne qui avait noué une amitié avec elle commence à aller la voir, lui rendre visite. Et elle avait planifié son euthanasie. Il y avait une date qui était comme une sorte d'épée de Damoclès. Et pendant ces 10 jours très étranges, j'ai vu un spectacle que je qualifierais de magnifique d'humanité
parce que ces personnes se relayaient pour qu'elle ne soit jamais seule, pour manger avec elle, lui apporter de bonnes choses qu'elle ne pourrait pas manger à l'hôpital. Et elle, en échange, elle s'ouvrait à cette disponibilité. Elle choisissait un film différent en fonction de la personne qui allait la voir. Un soir, on a joué à des jeux avec les infirmières qui nous regardaient de façon un peu étrange. Donc 10 jours comme ça de vie ensemble. Et moi, ce qui m'a ému le plus, c'est la position de mes amis qui restaient avec cette personne qu'on ne pouvait pas cataloguer, avec le problème de s'en émerveiller. Et face à cette ouverture de notre part, elle s'est laissée regarder. Elle qui avait toujours été aussi renfermée, réservée, asociale, elle s'est laissée embrasser par ces personnes. Au point que quand les personnes venaient la voir, en partant, elle leur disait « mais reviens demain ». Donc cette personne, avec toute son histoire, que je ne pouvais pas résoudre, en 10 jours, je dirais qu'elle a dit à Jésus qui venait lui rendre visite « reviens me voir ». Et ça, ce n'est pas rien. Le dernier matin où je l'ai vue, elle devait écrire en quelque sorte son testament parce qu'il y avait encore des aspects techniques. Et je lui ai dit, écris-le toi de ta main, parce que comme ça a une valeur légale. Donc je suis allée la voir pour la dernière fois. Elle prend la feuille et son stylo et elle commence à me dire à voix haute ce qu'elle écrit. Et moi je pense que ça devait être seulement des aspects techniques. Mais en fait c'était un flot de pensée, comme une sorte de testament spirituel en quelque sorte, où avec un langage simple, presque d'école primaire, à un pas de la limite extrême qui l'attendait, elle commence à écrire des désirs très étranges, très simples pour la vie à venir. Et elle me listait ses désirs de ce qu'elle espérait, dans un contexte aussi paradoxal. Et moi, en l'entendant lister ces choses comme une fontaine d'espoir totalement inattendue, je me disais, mais ça, c'est toi, c'est ton moi qui s'est caché pendant tout ce temps, mais qui, après 10 jours de vie commune avec Jésus, se donne le droit d'espérer encore, de commencer à désirer, maintenant même. Et ça, c'est peut-être pas le happy end que j'aurais imaginé, mais c'est une manière différente que le Christ a de vaincre, qui est convaincante. Grazie. Merci les amis. Christiana disait Cristiano disait que la vie a besoin d'espoir. Et dans le roman sur la vie de Cicely Saunders, on lit que l'espoir est fait de choses qui ont besoin de quelqu'un qui les fasse arriver. Et que l'espoir est fait de limites. Donc il n'y a pas d'espoir sans un rapport. Et qu'existe la possibilité d'une demande à l'intérieur de la limite. Pour ceux qui veulent, demain après-midi, il y a l'occasion de continuer la discussion d'aujourd'hui au pavillon 5, où il y aura une projection du film sur sa vie. La question est pourquoi ce dynamique devrait intéresser le croyant et en même temps l'homme et la femme de bonne volonté. Je cherche une réponse et je pense que cette dynamique est fascinante parce que c'est avantageux pour ceux qui la vivent. Est belle à vivre, à voir, à raconter et à écouter. Merci. Concludo
Je conclue en disant que nous sommes ici grâce au meeting et chacun de nous peut donner une contribution à ce meeting pour faire partie de cette grande aventure à la recherche de l'essentiel. Dans tous les pavillons, on peut trouver les postations avec le cœur rouge. Ceux qui contribuent au meeting pour avoir des avantages fiscaux. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
Ora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene,